Bonjour et bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on va aborder un sujet vraiment profond. C'est une lutte totalement silencieuse que beaucoup de gens mènent au quotidien face à des traumatismes très ancrés. Souvent, on a tendance à croire que les pires blessures laissent des cicatrices physiques, n'est-ce pas? Eh bien, en réalité, les blessures les plus profondes sont invisibles. Elles viennent modifier, presque recabler la façon de penser, de ressentir et d'interagir avec le monde. L'objectif de notre analyse aujourd'hui, c'est d'amener un peu de lumière sur ce phénomène. On va plonger ensemble dans la mécanique de la psyché humaine pour vraiment comprendre ce fameux syndrome de stress post-traumatisme complexe, qu'on appelle aussi le SSPT complexe. Au programme de ce décryptage, d'abord, on va définir ce qu'est le SSPT complexe. Ensuite, on expliquera ce que sont les flashbacks émotionnels. En 3, on passera en revue les 4 grandes réponses au traumatisme avant de décortiquer le rôle du critique intérieur et extérieur. Et bien sûr, on terminera sur une note d'espoir en abordant le chemin vers la guérison. Allez, c'est parti. Première étape de notre analyse, comprendre le SSPT complexe et surtout différencier ce traumatisme de ce qu'on connaît habituellement. Posons-nous cette question un instant car elle est assez provocatrice. En général, quand on pense au mot flashback, on a tout de suite une image très cinématographique en tête. Un bruit fort retentit dans la rue et paf, la personne revoit mentalement une scène de guerre ou un accident effrayant. Mais la réalité clinique est bien plus nuancée. Et si la mémoire d'un traumatisme ne passait pas du tout par les yeux? Et si c'était uniquement un ressenti brut, une émotion pure? C'est là qu'il est absolument crucial de faire la distinction. Le SSPT classique ou standard, ça vient la plupart du temps d'un seul événement extrême, un choc, et ça se manifeste par des flashbacks visuels très clairs. Le SSPT complexe, c'est tout autre chose. Ça ne vient pas forcément d'un événement explosif. Ça se développe plutôt dans un environnement toxique sur le long terme. On parle de négligence ou d'abus émotionnels qui s'étalent sur des années, souvent pendant l'enfance. C'est l'usure constante dans un milieu où l'enfant ne pouvait tout simplement pas s'échapper qui crée la blessure. Et à cause de ça, les flashbacks qui en découlent sont purement émotionnels sans la moindre image. Alors concrètement, quels sont les piliers de cette condition? En plus de ces flashbacks émotionnels dont on vient de parler, on retrouve ce qu'on appelle la honte toxique. C'est cette conviction intime, viscérale d'être fondamentalement défectueux. Il y a aussi un abandon de soi chronique, une petite voix intérieure extrêmement critique et vicieuse, et une anxiété sociale qui ne lâche jamais prise. C'est important de nommer tout ça parce que ça valide la réalité interne incroyable que les survivants doivent gérer tous les jours. Ce n'est pas juste un manque de confiance en soi, pas du tout. C'est une véritable armure défensive construite uniquement pour survivre. Passons à notre deuxième point qui est vraiment le cœur du SSPT complexe, les flashbacks émotionnels. C'est une définition qu'il faut vraiment garder en tête. Un flashback émotionnel, c'est une régression. C'est soudain, ça dure dans le temps et ça ramène directement à la détresse absolue qu'on pouvait ressentir enfant. Il faut s'imaginer être d'un coup totalement submergé par un sentiment de terreur, d'aliénation ou de désespoir, avec toute l'intensité d'un enfant qui ne peut pas se défendre. Mais le truc fou, c'est qu'il n'y a aucune image mentale pour expliquer pourquoi cette émotion explose là, maintenant. En fait, le corps réagit à une menace du passé comme si elle était juste là, dans la pièce, alors qu'il n'y a absolument aucun danger réel. C'est le système nerveux qui s'emballe complètement. Il y a ce témoignage anonyme qui est juste bouleversant de vérité. Lire ceci, c'était comme si les nuages se dissipaient. Et on comprend pourquoi. Ça met parfaitement en lumière le soulagement monumental qu'on peut ressentir quand on met enfin un nom clinique sur sa douleur. Pouvoir se dire « Ok, je ne suis pas fou, j'ai juste un flashback ». C'est briser d'un seul coup les chaînes de la honte toxique. C'est réaliser qu'on a affaire à une réaction neurologique et pas à un défaut de fabrication. Abordons maintenant notre troisième partie, on va décortiquer comment le cerveau humain s'adapte de façon presque mécanique pour survivre. À la base, la nature est bien faite. Notre système nerveux a 4 réponses innées face au danger. Le combat, la fuite, le figement et la soumission, aussi appelé le fawn en anglais. Quand on grandit dans un environnement sain, ces instincts nous sauvent la vie. Mais quand l'environnement est toxique en permanence, un enfant va s'appuyer beaucoup trop sur une seule de ses réponses pour tenir le coup. Et avec les années, ces réflexes naturels se fossilisent. Ils deviennent des structures de défense rigides à l'âge adulte. L'instinct de combat devient une sorte de carapace narcissique. La fuite se transforme en hyperactivité obsessionnelle ou compulsive. Le figement mène à la dissociation, on se coupe du monde. Et la soumission, ça crée des schémas de codépendance. La clé pour bien comprendre tout ça, c'est la notion de flexibilité. Quelqu'un qui n'a pas de traumatisme sévère va utiliser ces 4 instincts de manière complètement fluide. S'il y a le feu, la personne fuit. S'il y a une vraie agression, elle combat. Le traumatisme, à l'inverse, vient verrouiller ses comportements. Pour se sentir en sécurité à tout prix, le cerveau s'enferme dans un profil hybride. Il va utiliser massivement une défense principale et garder une défense de secours sous le coude. Résultat, la personne reste coincée dans une boucle et elle réagit au moindre petit stress au travail ou à la maison avec les mêmes outils surdimensionnés qui lui servaient à survivre au pire danger quand elle était petite.
Si on fait un zoom sur les défenses qu'on appelle de passivité, donc la soumission et le figement, c'est là qu'on voit vraiment l'aspect tragique de la chose. Ces mécanismes forcent carrément un abandon de soi. On s'efface totalement pour apaiser les autres, pour fuir le conflit. Mais le piège, c'est que ça rend extrêmement vulnérable à l'exploitation une fois adulte. Au fond, ces profils sont persuadés que l'être humain, par définition, est un danger. Et ça peut dégénérer en une anxiété sociale vraiment lourde et un isolement extrême. C'est-à-dire renoncer complètement à l'espoir de créer un lien avec quelqu'un un jour. Ce qui nous amène tout droit à notre 4e partie, et c'est sans doute l'aspect le plus insidieux, le critique intérieur et extérieur. Ah, cette fameuse petite voix dans la tête. Ce critique opère en fait sur 2 tableaux bien distincts. D'un côté, on a le critique intérieur. Lui, son job, c'est de générer de la honte toxique. Il détruit l'estime de soi en répétant en boucle qu'on est nul, défectueux et qu'on ne mérite pas d'être aimé. De l'autre côté, on a le critique extérieur, qui utilise ce qu'on appelle le blâme toxique. Son mode opératoire, il va scruter le monde entier, chercher le moindre petit défaut chez les autres et pathologiser chaque relation. Le but caché de tout ça, c'est de saboter toute intimité pour justifier le fait de rester seul et loin des autres. C'est un ping-pong mental complètement épuisant, se détester soi-même et détester le monde. Et cette idée, qu'on retrouve dans la recherche psychologique, est d'une puissance folle. Subir un lavage de cerveau. Le terme est fort, mais tellement juste. Imaginons un jeune esprit, sans aucun soutien émotionnel, qui baigne dans la critique ou le mépris permanent. Au bout d'un moment, il internalise toute cette agressivité. L'enfant éponge cette hostilité ambiante et finit par être convaincu que cette petite voix cruelle, c'est lui. Le critique intérieur vole carrément la place de l'identité principale parce que l'ego sain, lui, n'a jamais eu la chance de se construire. Mais heureusement, on ne va pas s'arrêter là. 5e et dernière partie, le chemin vers la guérison. Comment on fait pour faire taire ce critique et avancer ? La guérison, ce n'est pas un coup de baguette magique. C'est un vrai processus structuré. On commence par la base, la psychoéducation. Comprendre et conscientiser que oui, les flashbacks émotionnels existent. C'est la première étape. Ensuite, vient le gros du travail. Réduire l'influence du critique intérieur. Une fois qu'on a fait baisser le volume de cette voix, un espace sécurisant s'ouvre enfin pour faire le deuil de cette enfance perdue, et le faire sainement. Et la toute dernière étape, la consécration en quelque sorte, c'est de réussir à bâtir des relations profondes et sûres. C'est là qu'on développe une vraie intelligence émotionnelle. Alors concrètement, sur le terrain, on fait quoi? Il y a des techniques cognitives très actionnables. L'une des plus intéressantes, c'est d'apprendre à utiliser sa propre colère. Oui, la colère peut être très saine quand elle est protectrice. Dès qu'un déclencheur s'active et que le critique commence à attaquer mentalement, l'idée c'est de réquisitionner notre vieil instinct de combat pour dire stop. C'est un vrai acte de rébellion intérieure. Ça permet de bloquer le mode dramatique tout ou rien et de faire de la place pour l'autocompassion. En fait, il faut littéralement s'entraîner tous les jours à devenir son propre meilleur allié. C'est magnifique, n'est-ce pas? Cette citation illustre parfaitement ce qui se passe pendant la phase de deuil. Quand on arrive enfin à baisser le volume du critique intérieur, les larmes changent de nature. Ce ne sont plus des larmes de désespoir, ce sont des larmes de soulagement. C'est cette tendresse retrouvée envers soi-même qui vient briser l'armure qu'on portait depuis des années. Et c'est à ce moment-là que notre vrai soi, celui qui s'était planqué pour survivre, peut enfin respirer et émerger. Tout ce processus, au final, ça amène à un changement de paradigme total. Avant, dicté par le traumatisme, on passait sa vie à courir après la perfection. On cherchait cette idée un peu illusoire d'une guérison absolue où l'on devait prouver sa valeur à la terre entière. C'était épuisant. La nouvelle mentalité, la nouvelle aspiration, elle est beaucoup plus douce. L'objectif n'est plus d'être réparé à 100%, mais d'atteindre une vraie sérénité au quotidien. C'est accepter ses propres limites avec beaucoup de bienveillance. Et c'est exactement là que se trouve la paix. Pour clôturer ce décryptage, laissons cette question résonner un instant. Le but de tout ce long travail, reconnaître les flashbacks, calmer le système nerveux, faire taire la critique. Ce n'est pas seulement de stopper la douleur, c'est de créer une vraie zone de sécurité à l'intérieur de soi. La véritable aventure, elle commence au moment où le silence s'installe. Sans cette voix pour nous rabaisser, quelle partie de nous, curieuse, vibrante, va enfin oser sortir de l'ombre? C'est un horizon vraiment rempli d'espoir. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout, et à très vite pour un prochain décryptage.